qui nous fait tomber sous le charme d'une Mazda, c'est ce que l'on ressent au volant. Le confort raffiné, le plaisir, la puissance. Mazda, conduisez sans mesure. Découvrez-en plus sur Mazda.ca. Pas comme les autres. Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube Radio. Alors, à part la COVID, il y a une autre pandémie qui frappe au Québec, c'est la pandémie de la violence conjugale. Ça nous touche bien sûr tous, 10 féminicides en très peu de temps. Comment combattre efficacement la violence conjugale? Comment protéger les femmes victimes de violence? Ben, une des façons, ça serait de mieux évaluer les conjoints violents avant de les mettre en liberté. C'est ce que dit la coroner, maître Stéphanie Gamache, qui est avec nous. Bonjour, maître Gamache. Bonjour, M. Martineau. Alors donc, vous dites que les hommes, les conjoints violents sont souvent mal évalués. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, en fait, la raison pour laquelle vous avancez ces propos-là, c'est en lien avec un rapport d'investigation qui a été déposé concernant le décès d'un homme, M. Gabriel Lamontagne. Ce décès-là est survenu en octobre 2019. C'est un drame, c'est un drame familial parce que c'est un conjoint, c'est un père, c'est un fils qui est décédé. Il est décédé par suicide et le contexte, en fait, qui a mené à son suicide était au départ une altercation avec sa conjointe qui s'est transformée en blessure physique pour elle. Elle s'est rendue au poste de police et des accusations ont été déposées contre son conjoint. Il a été remis en liberté le même soir avec promesse de comparaître plus tard. Et 13 jours plus tard, alors que sa conjointe était avec un intervenant du réseau des CAVAC, justement en lien avec cet événement-là, elle a reçu des textos qui étaient inquiétants, en fait, qui lui laissaient croire que M. Lamontagne voulait peut-être mettre fin à ses jours. Et elle a partagé ces textos-là avec l'intervenant qui lui a fortement suggéré de recommuniquer avec les policiers. Les policiers se sont alors mis à la recherche de M. Lamontagne et alors que sa conjointe retournait à son domicile, probablement parce qu'elle était certainement dans un état d'hypervigilance, elle a vu la voiture de son conjoint sur une rue adjacente à la sienne et donc elle a aussitôt recommuniqué avec les policiers pour leur faire part de cet élément-là. Les policiers lui ont dit de ne pas entrer chez elle et ils ont érigé un périmètre de sécurité. Ils sont finalement entrés au domicile et ils ont retrouvé M. Lamontagne blessé grièvement par arme à feu. Et son décès a été constaté quelques jours plus tard en milieu hospitalier. Mais ça aurait pu être pire à la limite, c'est-à-dire il aurait pu tuer sa conjointe et après ça mettre fin à ses jours. C'est certain que c'est une question qui demeure sans réponse, mais effectivement, c'est un élément central et il faut se la poser, cette question-là. Alors, les policiers, quand ils interviennent, ils ont une directive d'application en matière de violence conjugale. Et je vous dirais que dans ce cas-ci, en fait, au niveau des ressources pour la conjointe, il y avait un filet de sécurité qui s'était dressé autour d'elle. Justement, là, le jour de l'événement, elle était avec des gens du réseau des CAVAC. Maintenant, pour ce qui est de M. Lamontagne, la directive fait référence à certaines ressources pour conjoints violents, mais les policiers impliqués m'ont dit qu'ils ne faisaient pas toujours référence à cette ressource-là, où ils référaient pas systématiquement les conjoints à cette ressource-là. Je pense que c'est quelque chose qui doit être fait. Je pense que maintenant, on est rendu à une étape où on doit prendre toutes les ressources à la disposition. Les policiers ont un travail à faire, mais ce ne sont pas des intervenants spécialisés. Mais peut-être que si les intervenants spécialisés avaient été mis à contribution à ce moment-là, il y aurait peut-être eu
un accompagnement avec Monsieur Lamontagne et la fin qu'on connaît ou la suite des événements aurait été différente. Vous savez, il y a certaines personnes que ce genre de propos-là, ça peut choquer parce qu'ils se disent, voyons donc, des bâtards de femmes, des hommes qui sont violents, ce ne sont pas des victimes, il faut pas pleurer sur leur sort, ce sont des bourreaux, etc. Mais moi, je dis toujours, si on veut vraiment régler ce problème-là, mais en tout cas, on peut pas le régler à tout prix, mais si on veut vraiment diminuer le nombre d'événements comme ça, il faut prendre le problème en amont et accompagner et soigner ces hommes-là qui ont des problèmes de violence. On ne dit pas que ce sont des pauvres victimes, mais il faut aussi agir sur ces gens-là, là. Ben, tout à fait. Puis il faut comprendre aussi que mon travail, moi, comme coroner, c'est d'étudier les causes et les circonstances d'un décès. Dans ce cas-ci, le décès, c'est le décès de M. Lamontagne. Alors, c'est les causes et les circonstances de son décès à lui que j'ai regardé. Et on a le privilège de travailler avec un rétroviseur dans notre travail. Donc, on revoit ce qui a été fait, les failles qui ont pu survenir. Et dans certaines circonstances, si on peut faire des recommandations qui peuvent prévenir un décès comme celui-ci, ben on a l'occasion de les faire et on doit les faire. Et c'est ce que j'ai fait ici. Donc, c'est pas une question de mettre de l'avant le vécu de l'agresseur vis-à-vis celui d'une victime, mais c'est vraiment dans le cadre d'un travail que j'avais à faire que j'ai fait les recommandations que j'ai faites dans le cadre de cette investigation-là. Est-ce qu'on peut vraiment évaluer la dangerosité d'une personne? Il y a des gens qui peuvent se poser cette question-là et des fois, je me la pose. Est-ce que, bon, il y a une personne devant moi, c'est moi, mettons, je suis un psy, je dois évaluer si cette personne-là représente un danger pour les autres ou pour elle-même. Cette personne-là peut me mentir, peut cacher, peut dire non, tout va bien. Est-ce que on peut vraiment évaluer la dangerosité d'une personne? Mais c'est certain que si on parle du risque suicidaire, c'est une tâche qui est très difficile. C'est potentiellement incertain parce que justement, les professionnels de la santé, ils n'ont pas des moyens objectifs comme une prise de sang, par exemple, pour évaluer ce que quelqu'un peut leur dire. Dans le contexte d'un dossier de violence conjugale, au départ, les policiers qui sont appelés sur les lieux, ils ont un outil qui a été élaboré qui s'appelle l'aide-mémoire prévenir l'homicide de la conjointe. Maintenant, cette aide-mémoire-là est basée sur certains éléments qui doivent valider. C'est certain que les réponses qui sont données par l'agresseur peuvent ne pas être véridiques, mais à ce moment-là, ils peuvent vérifier ça avec la victime aussi. Ici, il y a eu un élément manquant parce que il y a un élément important qui a été validé auprès de l'agresseur qui était la possession d'armes à feu, mais ça n'a pas été validé auprès de la victime. Et d'où l'importance de l'autre recommandation que je fais, soit de vraiment l'implantation systématique et efficace du système d'évaluation des conjoints violents à la remise en liberté pour justement peut-être parer à des manquements qui ont été faits auparavant. Parce qu'on vit dans une société de droit, hein, on peut pas garder quelqu'un contre son gré, j'imagine, sous prétexte de le protéger contre. Oui, c'est certain que la présomption d'innocence existe. Oui. Je vous dirais qu'on est rendu là à une étape. On est rendu à une étape où la violence conjugale, en fait, il faut la traiter. Il faut pas la traiter comme on pourrait traiter un code de fraude ou de recel. Là. On parle d'une situation excessivement complexe et c'est pour ça que je pense que tous les acteurs ensemble doivent vraiment se mettre ensemble pour trouver des moyens efficaces pour développer tous les outils à leur portée parce que ce qui est remarqué dans tous les dossiers de violence conjugale, c'est qu'il y a quand même des facteurs de risque. Évidemment, ce sont des gens comme moi, les coronaires, qui les regardent par après, mais si on est capable de les identifier, ben au moins on va pouvoir avoir une meilleure gestion des risques en matière de violence conjugale. Il y a le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu qui dit qu'on devrait leur mettre un bracelet électronique lorsqu'on les remet en liberté en attente de leur procès, par exemple, et qu'on devrait les obliger à suivre une thérapie. Est-ce que ça serait des outils intéressants à utiliser, ça?
Et écoutez, je me suis pas rendue aussi loin que ça dans mon investigation parce que ce qu'il faut comprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que la recommandation ou les recommandations que je peux faire doivent être en lien avec le décès. Ici, une recommandation en lien avec le bracelet GPS n'aurait pas prévenu le décès de Monsieur Lamontagne, mais c'est pas parce que je l'ai pas fait ici que je pourrais pas le faire dans un autre contexte si la situation puis les risques présents étaient là. Donc c'est sûr que le débat est là. Je pense qu'il y a un projet présentement d'étude au niveau de ce bracelet-là. Puis comme je vous dis, c'est pas parce que je l'ai pas fait ici, parce que ça s'appliquait pas, que je ne le ferai pas à un autre moment donné. Et j'ai déjà vu, Maître Gamache, en terminant, j'ai déjà lu, entre autres dans le Journal de Montréal, un dossier où on épluchait les différents rapports de coroner au fil des ans, comme celui que vous avez écrit, par exemple, là, et on dit, il n'y a pas de suivi. Et ce que je lisais là-dedans, c'est qu'il y a très, très peu de rapports du coroner où vous arrivez avec des recommandations. Les recommandations sont appliquées. Est-ce que ça a changé, ça? Parce que c'est bien beau faire un rapport, arriver avec des recommandations. Encore faut-il qu'il y ait une suite à ça. Faut pas que ça tombe dans le crack et que votre rapport soit tabletté et prenne la poussière, là. Ben, écoutez, je suis d'accord avec vous. C'est la hantise évidemment de tous les coroners qui doivent des fois refaire des recommandations. Je vous dirais que notre loi constitutive a été remodelée et va être déposée bientôt. Et il y a un article dans cette nouvelle mouture de cette loi-là qui prévoit en fait un suivi. Évidemment, nos recommandations n'ont pas force de loi, mais qui prévoit un suivi auprès des destinataires des recommandations. Alors, en espérant que cet ajout-là à la loi va permettre non seulement un meilleur suivi, mais une application des recommandations. Tout à fait. Merci beaucoup, Maître Stéphanie Gamache, de nous avoir parlé. C'est rare que des coroners parlent publiquement de leur rapport, non? Ben, ça m'a fait plaisir. Écoutez, si ça peut faire avancer le débat, nous on travaille pour la protection du public, des gens et pour prévenir des décès comme celui-ci dans le futur. Merci beaucoup, Maître Stéphanie Gamache, coroner. Merci. Merci, au revoir. Parce qu'en assurance, ce qui compte le plus, c'est d'être là quand ça compte pour vous. Promutuelle Assurance est heureux d'être là partout avec les auditeurs de cette émission. Fiers de protéger les biens des Québécois depuis près de 170 ans aux 4 coins du Québec. Promutuelle Assurance est là. Bon balado.